Merze tonneus ne oa ket kalzadut a oa gwez da respont eus pelec'h e teue ar fet beus a kleichour PDO. Dreze on eus choazet ober penkenda on film war an draze. Respontet vo gant ar filmik ze, pennoz a perag e c'hellomp chanj d'an penna, hag vitze on eus aterset pe kavet filmigou hag on eus laket war ar filmik ze hag a respont ouz on predenadur. Daoust taga e oe ur traoù oa orin ar deorien hag ar fleichorien. Dam sonj e tremen e barz an empen. Men zon ket an ebet trawal. Orin. Alors, gant zon ket. Tamm ebet. Non. Non. Du coup, la question du jour, gaucher, droitier, quid, quoi, qu'est-ce, comment, pourquoi, et toutes ces choses. Le cerveau est composé de deux hémisphères, l'hémisphère gauche à gauche et l'hémisphère droite à droite. C'est un truc mémotechnique, hein. Du coup, il était logique que des scientifiques se posent la question de qu'est-ce qui se passe-t-il dans l'hémisphère droit et dans l'hémisphère gauche. Et on a commencé à étudier ce qu'on appelle la latéralité du cerveau. C'est-à-dire savoir si les parties qui sont à droite et les parties qui sont à gauche ont des fonctions bien spécifiques, ou bien si en gros OSEF et tout se passe n'importe comment. En 1865, notamment, Paul Broca constate que lorsqu'il y a des lésions sur le lobe frontal gauche, ça affecte beaucoup plus le langage oral que lorsqu'il y a les mêmes lésions sur le lobe frontal droit. On considère du coup que le langage oral se traite principalement dans le lobe frontal gauche, dans une zone qu'on va tout naturellement appeler l'aire de Broca. De la même manière, en 1873, Carl Wernicke découvre qu'il existe dans l'hémisphère gauche d'autres zones bien localisées qui ont à voir avec le langage, et que du coup on va appeler aire de Wernicke. Partant de là, il était évidemment tout naturel de se poser la question, est-ce qu'à chaque zone du cerveau correspond une fonction bien précise? On va se rendre compte rapidement qu'en fait il y a plein de fonctions qui utilisent des zones bien spécifiques du cerveau et que le cerveau est largement asymétrique. Notamment pour le traitement des nombres, la perception des visages, enfin bref, tout ce qui concerne de près ou de loin l'intellectuel. Avant d'aller plus loin, il faut juste avoir en tête que les voies motrices et les voies sensitives sont les voies en fait qui relient les nerfs à travers tout le corps et le cerveau, se croisent au niveau du tronc cérébral, qui est juste en dessous du cerveau, au niveau de la nuque. Ce qui fait qu'un stimulus qui est capté ou un ordre qui est donné du côté gauche du corps est traité par l'hémisphère droit du cerveau. En revanche, en dehors des fonctions motrices ou sensitives, il n'y a pas de latéralité totale. Toutes les autres fonctions vont être traitées à la fois par l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. Mais c'est pas exactement les mêmes zones, c'est pas la même intensité, c'est pas tout à fait pour les mêmes fonctions. Alors il existe de vieilles théories selon lesquelles on peut avoir plutôt un cerveau droit ou plutôt un cerveau gauche. Si on a un cerveau droit, c'est qu'on est plutôt un artiste. Si on a un cerveau gauche, c'est qu'on est plutôt quelqu'un de raisonné et de cartésien. C'est bien sûr faux. Et en plus de tout ce qu'on vient de dire, il y a aussi le corps calleux, qui est l'ensemble des connexions qui existent entre les deux hémisphères du cerveau. Tous les câblages qui existent entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Du coup, un gaucher et un droitier, est-ce que tout est inversé ou comment ça marche? En fait, non, les choses ne sont pas inversées quand on est gaucher. En revanche, elles sont moins latéralisées. Ce qui se passe, c'est qu'un gaucher va naturellement développer l'hémisphère droit de son cerveau de la même manière qu'un droitier va développer l'hémisphère gauche. Mais comme les gauchers vivent dans un monde de droitiers, ils vont être de fait obligés de développer également la partie gauche de leur cerveau. Du coup, il y a une différence entre le développement des deux hémisphères qui est moins marquée chez les gauchers que chez les droitiers. Et ça s'observe au niveau du corps calleux chez les gauchers qui est plus gros que chez les droitiers. Et si le corps calleux est plus développé chez les gauchers, ça veut dire plus de connexions possibles entre les deux hémisphères. Parce que je l'ai dit un petit peu vite, mais les gauchers sont quand même obligés de vivre dans un monde de droitiers. Les ciseaux, les ouvre-boîtes, boutonner une chemise, simplement le fait de passer sa carte quand on passe le métro, la borne est à droite. Donc les gauchers sont constamment obligés de s'adapter. Et ça, logiquement, ça devrait faire tilter une question dans votre esprit. Si les gauchers sont constamment obligés de s'adapter, est-ce que ça ne relève pas du désavantage de l'ordre évolutionniste? Est-ce que les gauchers ne devraient pas tout simplement disparaître? Du coup, la question se pose. D'un point de vue évolutionniste, logiquement, les gauchers, c'est la merde, ça devrait disparaître. Donc est-ce qu'on peut constater qu'au cours de l'histoire, ça diminue, quoi? Non. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut déjà se poser la question de d'où ça vient, les gauchers. Alors au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse culturelle. Non. Plusieurs preuves qui permettent de montrer ça. D'abord le fait que dans toutes les cultures au monde, les droitiers sont majoritaires, qu'on a très souvent et très longtemps essayé de contrarier les gauchers pour en faire des droitiers, qu'il n'a jamais a priori existé de culture qui considérait qu'être gaucher était mieux. Alors si c'est pas culturel, est-ce que la cause peut être héréditaire? Non plus. En effet, les études statistiques ont permis de démontrer que le fait d'avoir des parents qui sont gauchers ou droitiers,
Ça peut faire varier un petit peu, mais pas énormément, hein, le fait que les enfants soient gauchers ou droitiers. Génétique peut-être alors? Alors non, carrément pas, mais peut-être en fait. Ce qui se passe, c'est que là encore, des études ont permis de montrer que des vrais jumeaux, donc qui ont rigoureusement les mêmes gènes, ont autant de chances d'être gauchers et ou droitiers l'un et l'autre que n'importe quel frère et sœur, jumeaux ou pas. Du coup, ça laisse entendre qu'il n'y a pas énormément de génétique là-dessous. Mais quand on relie la question de l'hérédité et la question de la génétique, il y a des études qui semblent montrer qu'il existe des gènes qui ont à voir avec ce qui se produit au moment où l'embryon passe d'un œuf totalement rond à un fœtus qui a un côté gauche et un côté droit bien définis. Et peut-être que certains gènes, à ce moment-là, sont responsables de est-ce que l'enfant à naître va être gaucher ou droitier. Un fœtus est déjà gaucher ou droitier. En gros, ça peut varier, mais c'est rare. Du coup, et même si on n'est pas capable de déterminer précisément la cause des gauchers, y a-t-il une raison évolutionniste au fait qu'au cours des 500 000 dernières années, le taux de gauchers au sein des populations n'a quasiment pas varié? Quand on se demande pourquoi quelque chose persiste d'un point de vue évolutionniste, il est bon de se poser la question de quel est l'avantage de cette chose. Les gauchers ont un avantage compétitif dingue. Assez simplement, lorsque vous pratiquez un sport qui vous oppose à quelqu'un, typiquement un sport de combat ou bien le tennis ou le ping-pong, le fait est qu'un droitier a largement l'habitude d'être confronté à quelqu'un qui est droitier, de la même manière qu'un gaucher a largement l'habitude d'être confronté à quelqu'un qui est droitier. En revanche, un droitier n'a pas l'habitude d'être confronté à quelqu'un qui est gaucher, ce qui présente un net avantage pour les gauchers. Et les statistiques le montrent, le nombre de champions gauchers dans les sports d'opposition, John McEnroe, Rafael Nadal, Laura Flessel, Jean-Philippe Gatien, est largement supérieur au nombre de gauchers dans la population. Si le monde dans lequel on vivait était purement compétitif, être gaucher représenterait un avantage certain. Du coup, l'évolution tendrait à répandre cet avantage jusqu'à ce qu'on arrive à un stade où on aurait à peu près 50% de gauchers, 50% de droitiers, et donc ce serait plus un avantage ni dans un cas ni dans l'autre. Pourtant, ce n'est pas le cas, on reste toujours à quelque part entre 8, 12, 13, 14% de gauchers dans le monde. Parce que si être gaucher représente un avantage compétitif, ça représente un inconvénient collaboratif. Et oui, l'évolution c'est aussi ça, c'est aussi être capable de collaborer avec les autres et notamment être capable d'utiliser les mêmes outils qu'eux. Et ça en tant que gaucher c'est compliqué parce que quand on vit dans une population qui a 90% de droitiers, on fonctionne avec des outils de droitiers. Dans ce cas, si le monde dans lequel on vivait était 100% collaboratif, cet inconvénient majeur aurait largement disparu ou pour le moins on aurait vu qu'il diminue depuis des millénaires. Ce qui n'est pas le cas. Il existe aujourd'hui un consensus scientifique autour de l'idée évolutionniste selon laquelle la nature a trouvé en fait un équilibre stable. En d'autres termes, la nature considère que le monde dans lequel les humains vivent est à 10% compétitif et 90% collaboratif. Parce que la main, ça sert à deux choses. Ça sert à fermer l'appréhension, un objet comme ça, la force, et aussi la dextérité. La force, c'est les 4 doigts derniers. Le pouce verrouille la force de la prise. Et moi, quand je prends un crayon, c'est pas ici. Le crayon, c'est les 3 premiers doigts. Et les 3 premiers doigts, c'est la dextérité. Donc on a un microscope, on a avec nos 3 doigts ici. Et les 2 derniers ne servent pas. Parce que les 2 derniers, eux, servent surtout pour la prise de force. Sachez que quand vous prenez un marteau, par exemple, le doigt le plus important, c'est le petit doigt. Prenez un marteau sans le petit doigt. Le petit doigt, il verrouille la force. Il donne la force à la prise. Les gens des travailleurs manuels qui n'ont plus de petits doigts. Donc quelles sont les maladies qui font perdre leurs mains aux personnes ou bien quelles sont les plus fréquentes? Les maladies qui font perdre leurs mains aux patients. Bon, d'abord, il n'y en a pas beaucoup de maladies qui font perdre la main aux personnes, si ce n'est ce qu'on appelle, vous savez ce que c'est, les accidents vasculaires cérébraux, non? Les gens qui font des AVC, oui. Des vaisseaux qui se bouchent. Par exemple, un vaisseau se bouche au niveau du cerveau gauche et on a une paralysie à droite et qui touche la main et la jambe aussi. Donc là aussi, ça fait perdre l'usage de la main. Tout ce qui est anomalie congénitale. Les enfants qui naissent avec une malformation. Vous avez des enfants qui naissent sans main. Ça peut arriver. Ou vous avez des enfants qui naissent avec 4 doigts et pas de pouce. D'accord. Ou vous avez des enfants qui naissent avec des moignons de doigts, des petits bouts de doigts, mais qui n'ont pas de fonction. Ce petit garçon de 11 mois est né avec 2 pouces. Il va subir une opération pour enlever le plus petit et reconstruire le pouce restant. Nous allons enlever ce pouce dupliqué, ce pouce plus petit, jusqu'à sa zone de bifurcation qui est ici. Alors, on ne coupe pas au milieu,
Pour quelle raison? Bien parce qu'il y a des vaisseaux, des tendons, des muscles qu'il va falloir préserver pour garder la fonction du pouce que l'on va garder et pour garder la sensibilité, bien entendu. Tout de 1994 à 2004. Ah ouais, donc ça s'est arrêté Ah bah en fait. oui, arrêté complètement. Ah bah c'est ça. Et ce qui est bizarre, tu vois, c'est que ma polyarthrite s'est déclarée 10 mois après qu'on m'a enlevé 50 cm et après, en 2003, j'ai été opérée du côlon. On m'avait enlevé 40 cm du côlon. Et c'est 10 mois après que ma polyarthrite est revenue. Alors tu vois, alors les docteurs disent tous, il y a sûrement une coïncidence, mais il y a sûrement quelque chose, quoi. C'est dû à mes opérations. Donc depuis 2004, eh ben, j'ai du cortensil. J'ai commencé à 20, après 19, maintenant je n'ai plus que 5. Ah oui, donc maintenant c'est léger, hein. Ouais. C'est très léger. Et ça te dérange au repos aussi, du coup, la polyarthrite ou pas? Ben j'ai mes pieds aussi, il y a la polyarthrite aussi. Et les pieds c'est plus dur. Ouais. Et maintenant, figure-toi que maintenant, depuis 2 ans, comme je ne supporte pas les traitements, les vrais traitements si tu veux, quoi, et ben à Brest, la rhumatologue du Folquat qui me soigne et qui me suit, a pu avoir un rendez-vous pour moi, pour voir si on pouvait me faire la chimio pour ma polyarthrite. Donc voilà, en 2013, je suis allée voir si on pouvait me faire la chimio. C'est un genre de chimio. Hein. Et quand on a fait tous les examens, je pouvais le faire. Donc on m'a fait une chimio tous les 6 mois. Et c'est ça qui m'a fait récupérer tous mes nerfs. Ça t'a rien fait la chimio, genre t'as pas eu mal ou pas à cause de la Ah non, 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 non. Super, super bien. C'était un traitement spécial pour ça. Seulement, soi-disant, on le donnait à personne, sauf ceux qui avaient fait l'essai de tous les médicaments avant. Ouais. Mais avant, vraiment, c'est comme si j'allais récupérer les nerfs. J'avais plus mal du tout. Et pour mes pieds, c'était mieux aussi. Hein. Parce qu'avant c'était enflé et du coup là ça a désenflé en fait. Ah oui, toutes les articulations. Hein. Ouais. Toutes les articulations sont prises à la longue. Beaucoup de circonstances dans la vie, vous avez vu le panel de ce que je vous ai cité, qui font qu'on peut avoir une main soit totalement non fonctionnelle, plus de main, ou alors elle est là mais elle ne marche pas du tout, ou alors avec, non pas qu'il n'y a pas de main, ou que la main est totalement paralysée, mais avec des troubles qui... Forcément. Souvent, parce que c'est quand même la main qui est utilisée. Hein. Quand on a une main dominante, on scie, on coupe avec. Hein. L'autre main accompagne. Donc c'est quand même souvent la main dominante qui est quand même la plus traumatisée. Hein. La main dominante d'un patient amputé ou dans l'impossibilité de l'utiliser, quelles sont les répercussions psychologiques pour cette personne? D'abord, la répercussion psychologique, dès que c'est la main dominante, elle est aussi beaucoup liée au traumatisme. Il faut savoir que les gens qui ont un traumatisme sévère de la main, leur côté dominant change. Okay. Une jeune fille comme vous, il se blesse la main, elle est droitière, la main ne marche plus après, vous finirez gauchère. Il y a toujours une adaptation. Parce que là-haut, il y a une grande plasticité cérébrale, comme si quelque part on avait une réserve de capacité, de fonction, de réadaptation. Et les connexions qui se font. Notre cerveau a une grande plasticité. Heureusement d'ailleurs, sinon ce serait difficile. Hein. Et donc les gens qui ne sont pas... Et quelles sont les différentes solutions chirurgicales et ont-elles beaucoup évolué depuis que vous êtes chirurgien? Oui, elles ont évolué. Elles ont évolué grâce à les connaissances de la chirurgie reconstructrice et grâce à la microchirurgie. Hein. Voilà. Ce qui fait que maintenant, quand on a un traumatisme grave de la main, on peut actuellement, avec la chirurgie, on peut tout faire, presque. Les choses ont évolué. Et à tel point qu'aujourd'hui, on se pose une vraie question quand on doit refaire une main qui est explosée, quoi. Est-ce qu'il faut essayer de faire quelque chose qui ne sera pas au final parfait? Est-ce qu'il ne faut pas mieux, ce sera peut-être une question dans l'avenir, ça, amputer, et puis partir sur les appareillages. Et aujourd'hui, c'est pas de routine aujourd'hui.
Le message que j'essaie de faire passer depuis le début, c'est de montrer déjà que malgré le handicap, on peut faire des choses, la vie ne s'arrête pas. Et en même temps, avec l'association, j'essaie d'aider les personnes malades et handicapées à se reconstruire. Et puis en même temps, j'essaie de les aider matériellement. On est 3 nageurs et 3 kayakistes, donc c'est 3 binômes. On va essayer de faire le tour de Corse en relais et non-stop, sans s'arrêter. Donc on va faire des nages de 3 heures chacun et avec 6 heures de repos. C'est ma monopale voilà, qui me sert à nager, donc c'est pour ça qu'on m'appelle le dauphin corse, que je nage avec une monopale mais comme un dauphin. Du défi en lui-même, c'est de Thierry en général, parce qu'il nous relève des défis d'année en année de plus en plus grands et de plus en plus fous. Et ce qu'on en retient, c'est un grand respect, parce qu'il est un exemple pour nous de motivation, de détermination et de ferveur complètement. Spionne sorbe denenet gant filmik hag bremañ e ouioc'h eus pelec'h e teu ar fet bez ar feiçorien pedeourien hag an disheñvel derioù empene. Goudese an eus gwelet perag e chanche an dud d'an pena neuze pe o deus un trauma pe klinvejoù liesseurt zo bet ivez. Gwelet on eus ivez an diskoulmou dre ar surgennerez da skouer. Trug a revras da vez a sellet ouzh an filmik spioneuse en deus pli jetken.